Journaliste spécialiste des questions judiciaires, on lui doit la révélation du fameux mur des cons, souvenez-vous, installé dans les locaux du syndicat de la magistrature. Clément Veil-Raynal est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier en date, intitulé Rue Copernic, l'enquête sabotée, mais une enquête de sa part minutieuse, passionnante, sur cet attentat qui s'est déroulé en 1980 à Paris. C'est aux éditions L'Artilleur et en vente sur le site tvl.fr, sur la boutique tvl.fr. Clément Veil-Raynal, merci d'être avec nous sur TV Liberté, sur TVL. Bonjour, Martial Bill. Alors, le procès qui vient de se dérouler pour cet attentat qui a fait, rappelons-le, 4 morts et des dizaines de blessés. 40 blessés. Un procès en avril 2023 pour un attentat en octobre 1980. 43 ans d'écart. Il a fallu 4 décennies pour que le procès puisse se dérouler. C'est proprement incroyable. C'est ce que vous appelez un colcaise. Oui, d'abord parce que il y a d'abord une enquête longue, difficile, minutieuse. C'est une enquête du XXe siècle, c'est-à-dire du siècle dernier. Il n'y a pas le triptyque des enquêtes actuelles, ADN, caméra de surveillance et téléphonie. C'est donc une enquête avec des relevés sur la scène de crime, reconstitution de la moto qui a explosé, retrouver les traces du poseur de bombes présumé, les témoignages, faire des portraits robots. On ne retrouvera d'ailleurs même pas d'empreinte digitale. Et donc, effectivement, la longueur de l'enquête s'explique d'abord parce qu'elle a été compliquée et il faut rendre hommage à l'opiniâtreté des policiers, des magistrats, des premiers magistrats qui sont arrivés dans le dossier, qui n'ont jamais lâché l'affaire, qui ne l'ont jamais classé et qui ont fini, effectivement, il y a plusieurs époques, comme dans un roman de Monte Cristo, il y a première époque, deuxième époque. 20 ans plus tard, un premier nom va sortir grâce aussi aux renseignements français, grâce à la DST, qui dit « On sait maintenant que l'homme qui a posé une bombe devant la synagogue de la rue Copernic, c'était un attentat clairement antisémite, on sait que c'est un Libanais qui travaille pour un groupe terroriste palestinien, une branche du FPLP, c'est lui qui a posé la bombe. On le retrouve 20 ans plus tard, il a refait sa vie, il a épuisé les charmes de la guerre civile au Liban, on le retrouve au Canada, à Ottawa, il est devenu canadien, il a un statut respectable de professeur de sociologie à l'université d'Ottawa, excusez-moi du peu, et on dit, c'est cet homme, Hassan Diab, qui est, à l'époque on dit, il est suspecté, il est le principal suspect. On a toutes les raisons de penser que c'est l'auteur, l'un des auteurs, le poseur de bombes de l'attentat de la rue Copernic. Et là, on est en 1999. Il faudra encore beaucoup d'années pour retrouver, pour aboutir à la culpabilité, à la décision qui vient de tomber. On va remonter en arrière, on va revenir à ce jour d'octobre 1980, parce qu'on est il y a 43 ans, et donc beaucoup de téléspectateurs se souviennent peu ou pas, ou ne l'ont pas vécu, de cet attentat dont vous dites, et à juste raison, qu'il est un attentat antisémite. Il vise la synagogue de la rue Copernic dans le 16e arrondissement, et on est en 1980, et ça va susciter évidemment une émotion considérable. Oui, émotion considérable. Alors, d'abord pour des raisons légitimes, c'est le premier attentat antisémite et de grande envergure depuis la fin de la guerre. C'est pas, il faut le dire, c'est pas une bombinette qui explose rue Copernic, c'est une bombe qui est fixée sur une moto sur le trottoir contre la synagogue. Il y a, vous le disiez, 4 morts, 40 blessés. La rue Copernic, cette rue très cossue du 16e arrondissement, est dévastée. Ça n'est plus que carcasses fumantes et gravats et débris sur le sol. Il y a donc, c'est un vendredi soir, il y a une émotion considérable, mais il y a surtout, après, dès le soir de l'attentat, un mot d'ordre lancé, on ne sait pas très bien comment, qui dit « Ce sont des nazis qui ont mis la bombe ». Ce serait un groupe, un mystérieux groupe, néo-nazi, aussi mystérieux que fantomatique. On ne sait pas qui serait-il. Et ce mot d'ordre, effectivement, est repris immédiatement par la presse, par les responsables politiques, par les relais d'opinion. Alors, on pourrait croire que dans un premier temps, c'est dû à la surenchère de la presse. On sait bien, certaines surenchères, on n'a pas d'éléments, on part sur des fausses pistes. Mais il est très clair, et je reviens là-dessus dans mon livre, j'ai fait
sans fausse modestie, une petite œuvre d'historien. J'ai relu toute la presse de l'époque, je me suis replongé dans l'ambiance de l'époque. Il est très clair qu'on a assisté à une manipulation politique visant à dire la France est menacée par un complot nazi. C'est quelque chose... Clément Veil-Reynal, je vais faire l'avocat du diable. Est-ce qu'à ce moment-là, en octobre 1980, il y a des groupes néo-nazis partout en France? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est, dès le départ, une manipulation politique? Non, ça n'est pas... Alors, manipulation... C'est-à-dire, il y a, le soir même, il y a une revendication d'un groupuscule néo-nazi qui s'appelle les Faisceaux nationalistes européens, qui est une minuscule association... 15 frappadingues, passez-moi l'expression, connus des renseignements généraux, on les arrête immédiatement, on interpelle, on donne même ce qu'on appelle un coup de pied dans la fourmilière de tout ce qui est considéré à tort ou à raison comme étant l'extrême droite française. C'est de la part des policiers, c'est une démarche normale qui vise, comme on dit dans le jargon policier, à fermer des portes. Hein. Et on s'aperçoit très vite que l'extrême droite, ou les néo-nazis, ou appelez ça comme vous voulez, l'extrême droite française n'est absolument pas en mesure de faire un attentat, si tant est qu'elle en ait eu l'intention. C'est un attentat terroriste avec un explosif militaire, 10 kilos de peintrite. Je vous dis, c'est pas un cocktail Molotov qui a été lancé. Donc, il y a cette revendication, mais très vite, on s'aperçoit qu'elle est fantaisiste, ou peut-être qu'elle vise déjà à égarer l'opinion. Mais à partir de là, alors il y a aussi, il faut rappeler pour des raisons historiques, il y a eu l'attentat de Bologne en Italie quelques mois auparavant, qui effectivement a été perpétré par l'extrême droite. Mais très vite, quand on lit la presse de l'époque, quand on se replonge dans nos époques, on sent bien une manipulation parce que très vite, on va laisser entendre, on va affirmer que la France entière serait gangrénée par des groupes néo-nazis. Pour répondre à vos questions, il n'y a pas de groupe néo-nazi à l'époque. C'est même pas résiduel, c'est anecdotique. Il y a, comme je vous dis, 15 personnes ou 20 personnes qui se disent néo-nazis, mais qui sont parfaitement, qui relèvent plus du centre médico-pédagogique que de la défunte cour de sûreté de l'État. Hein. C'est quelques adolescents perturbés qui se réunissent dans des caves pour boire de la bière et écouter des chants du Troisième Reich sur leur pick-up. Ça n'est que ça. Hein. C'est absolument ridicule. Donc, il n'y a pas de néo-nazis. Et pourtant, on va lire dans Le Monde, dans les discours à l'Assemblée nationale, il va y avoir une manifestation monstre de 200 000 personnes à Paris pour s'opposer à la montée du nazisme. C'est d'autant plus facile de s'opposer à l'époque à la montée du nazisme que le danger est inexistant. Alors, vous allez avoir effectivement des déclarations d'héroïsme de l'ensemble de la classe politique. Et on va dire, la France est menacée par le nazisme. On va dire aussi, ça va être écrit de manière très sérieuse. Aujourd'hui, on sait que c'était une manipulation politique. Ça va être écrit dans Le Monde, dans de très nombreux journaux sérieux, notamment de gauche, que l'entourage du président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, est infiltré par les néo-nazis. On va dire que la police française... Ce que vous voulez me dire, c'est que cette manipulation, elle pourrait viser, historiquement, on se dit qu'elle pourrait viser la droite nationale, aujourd'hui incarnée... à l'époque, pardon, incarnée par Jean-Marie Le Pen. Mais c'est pas seulement lui qui est visé. En fait, on vise à travers lui aussi indirectement le pouvoir giscardien. Oui. On est à quelques mois de l'élection présidentielle. Oui, tous les historiens s'accordent à dire, et historiens ou politologues s'accordent à dire que l'attentat de la rue Copernic, les suites, les répercussions politiques de l'attentat de la rue Copernic ont pesé de manière assez significative dans la victoire les victoires historiques du premier président socialiste de la Ve République, François Mitterrand, et dans la défaite de Valéry Giscard d'Estaing. Il faut rappeler, pour ceux qui se souviennent, ou pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, qu'il est convenu d'appeler l'extrême droite ou la droite nationale ou la droite populaire n'existe pas et c'est résiduel. Jean-Marie Le Pen en 1981 n'aura pas ses signatures pour se présenter à l'élection présidentielle, peut-être d'ailleurs à cause des répercussions de l'affaire Copernic, mais ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême droite, c'est moins de 1% des sondages électoraux. Donc, mais c'est vrai qu'il va y avoir une manipulation politique qui vise effectivement à associer tout ce qui est toute la droite, en fait. Toute la droite, c'est a un fantomatique danger néo-nazi. Et on va s'appuyer sur une phrase de Raymond Barre, le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, peut
enclin à l'antisémitisme, mais qui va faire une déclaration maladroite pour le moins, un attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. C'est sur cette base-là, sur cette phrase-là, qui va être, comment dire, qu'on va créer cette manipulation politique. Oui, aujourd'hui on retient ce qui était manifestement une gaffe de Raymond Barre, mais je crois que la petite phrase de Raymond Barre, c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. Hein. La fantasmagorie qui va être organisée autour de l'attentat de la rue Copernic. On va lire des tribunes, le Monde va publier chaque jour pendant plusieurs mois une tribune, parce que tous les intellectuels font la queue, tambourinent à la porte du quotidien de la rue des Italiens pour avoir sa tribune, et chacun y va, rivalise dans la grandiloquence, dit mais comment avons-nous pu laisser la bête immonde, le ventre de la bête immonde redevenir fécond, comment est-ce possible que le nazisme puisse de nouveau infiltrer les rouages du pouvoir en France. On va lire des choses, mais il faut se replonger dans le climat de l'époque pour prendre toute la mesure du délire qui va s'enclencher à partir de la rue Copernic. Or, très vite, la police va fermer les portes de l'extrême droite après avoir fait un certain nombre de perquisitions et d'interpellations. Et dès les premiers jours, voire dès les premières heures de l'attentat, ils vont recueillir petit à petit des indices qui vont les conduire à ce que l'on appelle pudiquement à l'époque une piste moyenne-orientale. Il s'agit en fait de la piste d'un groupe terroriste palestinien. Et nous, pour fermer cette histoire de manipulation de l'opinion publique, qui a eu intérêt à faire cela ? Et on est surpris par deux choses. Premièrement, par le fait que la communauté juive, ou les institutions de la communauté juive en France, a suivi le mouvement. Oui, elle s'est laissée, on pourrait dire qu'elle s'est laissée manipuler. Alors, là, je n'ai pas de réponse à votre question. Il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle aujourd'hui le complotisme. Il n'y a pas de plan préparé à l'avance, pas toujours. Ce n'est pas une mécanique parfaitement réglée. Mais c'est vrai qu'il y a un halo idéologique, je vous disais, une fantasmagorie qui ça arrange tout le monde, cette histoire de nazis. C'est très rassurant, si j'ose dire, de partir en croisade contre un danger nazi, d'autant plus que ce danger n'existe pas. Et j'ai tendance à penser, et c'est l'une des thèses que je développe dans ce livre, que la manipulation, ou en tout cas le délire de Copernic, même si certains vont l'exploiter à leur profit, ce délire et cette manipulation de Copernic préfigurent toutes les manipulations à venir. Il est effectivement, regardez, au moment des attentats de Montauban et de Toulouse, qui étaient des attentats djihadistes, eh bien, de la même façon, un certain nombre de relais dans l'opinion ont, dans les premières heures et les premiers jours, assuré mordicus qu'il s'agissait, alors là, aujourd'hui, on ne dit plus néo-nazis, on disait de groupes d'extrême droite. On a parlé de groupes paramilitaires. On a dit ce sont des groupes racistes d'extrême droite qui ont d'abord frappé des militaires en raison de la couleur de leur peau ou de leur religion, et après qui ont assassiné les enfants d'une école juive à Toulouse. C'était là aussi une manipulation. En fait, ce que vous dites, c'est que c'est la gauche. Parce que vous dites cette phrase-là, enfin, vous reprenez cette phrase-là, qui est quand même plutôt la piste nazie que celle des aimables résistants palestiniens pour lesquels la gauche caviar avait alors les yeux de chimène, et peut-être d'ailleurs une partie de la gauche de la communauté juive. Oui, je vous dis, mais bien sûr, il y a une manipulation. Mais la phrase que vous citez est en fait celle du commissaire Jean-Pierre Pochon, des renseignements généraux, qui a écrit ses mémoires et que je cite dans mon livre. Et il raconte effectivement comment très vite, dès l'attentat de la rue Copernic, et encore plus à partir de l'élection de François Mitterrand, là, il montre qu'il y a eu très clairement des pressions du pouvoir politique. On leur disait aux renseignements généraux, écoutez, alors qu'à l'époque, il y avait déjà le terrorisme d'action directe et le terrorisme djihadiste qui commençait à, ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme djihadiste qui commençait à pointer, on leur disait, non, c'est pas du tout prioritaire, c'est totalement secondaire, vous devez mettre le paquet sur le danger de l'extrême droite. Il le raconte très bien. Il y avait une pression au début, effectivement, de l'arrivée des socialistes au pouvoir, dans les années 81, 82 et qui ont suivi. Il y avait une volonté très claire d'orienter les recherches de la police vers un terrorisme d'extrême droite qui, jusqu'à aujourd'hui, s'est avéré et s'avère encore aujourd'hui inexistant.
Alors, l'enquête, elle est débutée le soir même de l'attentat, vous le dites, et tout de suite, on avance très vite dans la réalité vers une piste moyenne-orientale, vers le Front populaire de libération de la Palestine. Pendant 17 ans, l'enquête va demeurer au point mort, mais le dossier ne sera jamais fermé et les soupçons se portent, donc vous l'avez dit, sur le commanditaire, celui qui a exécuté l'acte terroriste ici, rue de Copernic en France. C'est un individu qui s'appelle Hassan Diab. Vous en avez fait déjà un peu le contour. De qui s'agit-il exactement ? Eh bien, aujourd'hui, donc, on a moins besoin de précaution de langage puisque la Cour d'assises spéciale de Paris s'est prononcée et qu'il a été condamné. Il est donc judiciairement et officiellement considéré comme l'auteur de l'attentat. C'est donc un Libanais qui a 25, 27 ans à l'époque, qui est étudiant en sociologie à l'université de Beyrouth. On est dans le contexte de la guerre civile libanaise. Il faut savoir que les groupes terroristes palestiniens, les milices palestiniennes ont pignon sur rue, recrutent sur les campus dans les pays arabes, et donc il est, semble-t-il, membre du FPLP. Donc il est recruté pour commettre des attentats en Europe, et c'est lui, maintenant, on le sait, qui a probablement venu avec un commando via l'Espagne, un vol Beyrouth-Madrid, et ils ont pris le train Madrid-Paris, le fameux Puerta del Sol, qui remonte sur Paris, et ils ont fabriqué la bombe à Paris, et ils l'ont posée, et ils l'ont fait exploser rue Copernic. On le retrouve donc quelques années après, quelques décennies après, il a changé son existence, c'est un peu comme dans les thrillers, hein. On se croirait presque dans un roman de John le Carré, on le retrouve, c'est un professeur d'université, il est devenu canadien, il s'est assagi, s'est rangé des voitures, comme diraient certains, et il dit d'ailleurs, parce qu'il y a un mandat de la justice française, les magistrats français font un certain nombre de vérifications sur son état civil, retrouvent, il y a tout un chapitre, il y a même plusieurs chapitres qui sont consacrés à ce point-là, retrouvent de manière assez incroyable son ancien passeport libanais de l'époque, qui dort dans les archives de la police italienne. Il a été saisi par la police italienne dans des conditions assez rocambolesques, et ce passeport se met à parler. On voit les tampons, on voit que Hassan Diab était présent en Europe au moment de l'attentat de la rue Copernic et d'autres attentats commis par le même groupe. On voit qu'il est passé par l'Espagne. Tout concorde. Lui va finir par donner des explications qui sont loin d'être satisfaisantes. Il prétend avoir perdu son passeport, mais il s'embrouille dans les dates et il se trahit lui-même. Et donc on le retrouve au Canada. Il dit qu'il n'est strictement pour rien, mais le dossier est suffisamment fort pour que, après 7 ans de réflexion, comme dans le film, les autorités canadiennes, ayant examiné le dossier transmis par la justice française, acceptent en novembre 2014 d'extrader Hassan Diab, qui se retrouve en novembre 2014 en prison, en France, à Fleury-Mérogis, dans l'attente de son procès. Là, on aurait pu penser que le procès allait arriver assez rapidement. Il n'en a rien été, parce qu'il y a eu d'autres développements. C'est ce qui m'a fait parler d'enquête sabotée. Voilà, donc là, on se dit, ça a pris beaucoup de temps, mais on a Hassan Diab, le juge Trévidic. Voilà. On peut rendre hommage au juge Bruguière et au juge Trévidic. Ils ont fait leur boulot, il est en prison, et on voit à travers votre enquête que tout prouve que c'est Hassan Diab et qu'il y a vraiment peu de doutes quant à son implication sur l'attentat de Copernic et d'autres d'ailleurs en Europe. Mais ça, c'est pas votre cœur d'enquête. Et puis, à la surprise générale quand même, et c'est incroyable. Quand on le lit, c'est incroyable. On est en janvier 2018 et il y a 2 juges antiterroristes, les 2 juges qui ont succédé donc à Bruguière et Trévidic, les juges Herbeau et Folzer, qui rendent un avis... Un arrêt. Une ordonnance. Une ordonnance, pardonnez-moi. Une ordonnance de non-lieu. Ordonnance de non-lieu, estimant que les charges recueillies lors de l'enquête n'étaient pas probantes. Et vous avez une explication toute trouvée à cet incroyable revirement ? Alors, non, déjà, la première chose, c'est qu'on peut constater à quel point ce revirement des 2 magistrats pour le moins, suscite quelques interrogations. Et le mot est faible. Comme on vient de le dire, le dossier est extrêmement charpenté, argumenté. Ça n'est d'ailleurs pas par hasard que la Cour d'assises a condamné Hassan Diab. De nombreux éléments. On sait qu'il était membre du FPLP à la fac à Beyrouth. On sait, grâce à son passeport, qu'il a fait le voyage, qu'il était sur les lieux de l'attentat, qu'il était en France au moment de l'attentat. Il a été reconnu
formellement par les quelques personnes qui l'ont croisé à Paris. Il y a 5 personnes qui viennent voir les juges Gerbeau et Folzer qui leur disent qu'il était à la fac et qu'il ne pouvait pas être à Paris. Brusquement, alors il faut savoir que quand il est extradé, pour dire les choses très rapidement, Hassan Diab arrive en France, dit « Vous vous trompez, je ne suis absolument pas impliqué dans cette affaire », mais il refuse il se réfugie dans ce qu'il appelle le droit au silence. C'est une attitude, on a rarement vu des innocents, des gens qui disent qu'ils ne sont pas impliqués dans une affaire, qui refusent tout interrogatoire. On pense qu'il attendait le départ du juge Trévidic. Et à partir du moment où il y a un changement de juge, il dit « Oui, je vais parler. Et d'ailleurs, je vais vous produire, très tardivement, 5 témoins. » Il produit 5 anciens étudiants de la fac de Beyrouth, qui n'étaient d'ailleurs pas vraiment forcément des amis, mais des anciens étudiants de la fac de Beyrouth qui viennent, la main sur le cœur, dire aux magistrats français « Oui, maintenant, on se rappelle, il y a 36 ans, parce que là, ça se passe en 2016, 2017, ils disent « Il y a 36 ans, Hassan Diab était avec nous, il a passé les examens avec nous au moment de l'attentat, donc il était à Beyrouth. » Ah bon, mais c'était quand les examens? On ne sait pas vraiment. La fac de Beyrouth dit on n'arrive même pas à retrouver, à retrouver les dates des examens, mais simplement ils arrivent, ils disent on se rappelle très bien qu'il y a 36 ans, je le revois, il était derrière moi dans l'amphithéâtre. Imaginez que dans une affaire type Al Capone, pour un meurtre très ancien, 5 gars en costume rayé et borsalino viennent dire « Monsieur le juge, je peux vous garantir que ce jour-là, il y a 36 ans, Al Capone était avec moi dans la salle de baccarat, au casino. » Ça ferait rire tout le monde. Là, on n'a pas envie de rire parce que l'affaire est tragique. Sur la foi de ces 5 témoignages, plus que tardifs, plus que fantaisistes, plus que contradictoires, parce qu'en fait les témoins entre eux ne sont pas vraiment d'accord sur les dates et sur les circonstances de leur témoignage. Sur la foi de ces témoignages, les juges en charge du dossier accordent un non-lieu à Hassan Diab. Le parquet, d'ailleurs, il faut le dire, s'arrache les cheveux, fait appel le jour même de ce non-lieu, mais la procédure française est ainsi faite que l'appel du parquet n'empêche pas Hassan Diab de sortir le soir même de prison et de prendre le premier avion pour le Canada. Alors pourquoi? Je me suis posé la question. Je me suis dit tout d'abord, Clément Veil-Reynal, il est à l'égard de ces juges-là, Folzer et Herbeau, il les tient parce que vous êtes toujours un peu en guerre contre les juges. Pas du du syndicat de la magistrature qui vous a fait cette... Pas du tout. Non, je vous assure que non. Non, ça a une parenthèse. Le syndicat, l'affaire du mur des comptes du syndicat de la magistrature, j'en ai été à l'origine bien involontairement parce que je me suis trouvé là ce jour-là dans un syndicat et j'ai vu ce mur des comptes que d'autres avaient vu avant moi. Vous avez fait condamner la présidente du syndicat de la magistrature. J'ai dit ce que j'ai vu, mais ce jour-là, d'ailleurs, je venais interviewer la présidente du syndicat de la magistrature parce que c'était mon travail de journaliste et je le faisais sans aucun état d'âme. Non, dans cette affaire, pour revenir à Copernic, il faut rendre hommage. L'institution judiciaire en elle-même n'est absolument pas en cause. Il faut rendre hommage aux policiers de la DST, au juge Bruguière, au juge Trévidic, mais c'est vrai qu'il y a un mystère. Pourquoi les derniers juges en charge du dossier ont accordé ce non-lieu à Hassan Diab alors qu'eux-mêmes, quelques semaines avant, et ça apparaît dans les procès-verbaux, disent aux témoins, disent à l'entourage d'Hassan Diab qui a enfin décidé de venir témoigner en disant « Vous savez, vos témoignages ne sont pas très crédibles, ça sent un peu la concertation. » Alors, pour que les téléspectateurs de Télé Liberté comprennent l'enchaînement complet des faits, donc Hassan Diab repart au Canada. 3 ans plus tard, parce que le parquet antiterroriste est débordé, on est en période d'attentat, il va falloir attendre 3 ans pour que l'appel du parquet soit jugé par la Chambre d'instruction. Et en 2021, il y a 3 ans, la Chambre de l'instruction annule le non-lieu des juges, ce qui est une première, il faut le dire, en matière d'antiterrorisme, et renvoie Hassan Diab devant la cour d'assises. D'où le procès qui s'est tenu pendant 3 semaines à Paris. Seulement voilà, entre-temps, on l'a dit, l'oiseau s'est envolé. On ne fait pas revenir un accusé du Canada qui a bénéficié d'un non-lieu aussi facilement qu'on ferait revenir un colis par Amazon. Et aujourd'hui, on est dans cette situation un peu inextricable que Hassan Diab a été condamné
à la réclusion criminelle à perpétuité pour son rôle dans l'attentat de la rue Copernic, mais il est à ce jour parfaitement libre au Canada et il n'est pas sûr du tout que le Canada, pour des raisons judiciaires, politiques, d'opportunité, il n'est pas sûr du tout que les autorités canadiennes consentent à une seconde extradition. D'où le titre de mon livre, L'enquête sabotée. Est-ce qu'on en reste toujours à cette raison? Est-ce que ce sont des juges pusillanimes, peu scrupuleux? Est-ce que ce sont des pressions politiques, y compris d'ailleurs de la part des Canadiens? Parce qu'au Canada, il y a un comité de soutien à Hassan Diab, il y a Amnesty International qui intervient en faveur d'Hassan Diab. Oui, parce que ça aussi, ça porte ces pressions-là. Oui, mais justement, ça c'est plus intéressant. Je me refuse d'abord à porter la moindre accusation sur les magistrats français. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui a présidé à leur décision de non-lieu. Vous les avez interrogés? Oui, enfin, naturellement, c'est normal qu'on écrit un livre, je leur ai écrit très officiellement, leur disant que dans le cadre de la rédaction de ce livre, j'aurais aimé les rencontrer. Ils m'ont répondu d'ailleurs très normalement, ils m'ont dit non, nous sommes tenus au devoir de réserve, donc nous viendrons témoigner si on nous le demande lors du procès, mais nous ne pouvons pas nous exprimer. Pourquoi il y a eu cette décision? J'ai tendance à penser, c'est pas une explication, c'est un début d'explication. Il y a un halo idéologique, justement, qui renvoie à la manipulation première qui a suivi l'attentat. Il y a un halo idéologique, d'ailleurs, ça transpire un peu dans l'ordonnance de non-lieu. D'une part, on accorde du crédit à des témoignages extrêmement fantaisistes, et puis il y a quelques phrases, je dois le dire, un peu désagréables, moi qui suis très attaché à la cause d'Israël, je le dis sans détour. On croit, ce sont des insinuations un peu en filigrane. Les juges parlent de l'attitude étrangement silencieuse des autorités israéliennes dans cette affaire. On a un peu l'impression qu'on suspecte une manipulation d'Israël. On ne voit pas d'ailleurs laquelle. Il y aura cette reproche qui sera faite. Oui, note blanche, Israël a envoyé une note blanche. Israël a envoyé une note blanche très tardivement. Mais parce qu'on lui a demandé très tardivement aussi. Mais non, tout simplement parce que la justice française a dit, les juges en charge du dossier ont dit, mais au fait, peut-être que les Israéliens ont quelque chose sur l'affaire. Très naturellement, ils se tournent vers les Israéliens qui disent, bon, on va vous envoyer ce que nous avons dans nos archives de nos services de renseignement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et les Israéliens ont très officiellement communiqué une note blanche. Il y a aussi d'autres phrases un peu bizarres. Il y a une phrase un peu bizarre qui, pour essayer de dédouaner le FPLP, sous la plume des magistrats, les magistrats accordent un certain crédit au FPLP. Je ne sais pas si c'est un crédit politique ou un crédit moral. Il faut quand même rappeler que le FPLP, quoi qu'on pense du conflit israélo-palestinien, le FPLP, ça n'est pas de joyeux révolutionnaires, de joyeux guérilleros mus par on ne sait quel romantisme révolutionnaire et qui seraient prêts à s'asseoir à la table à la première occasion de négocier. Ça ne va pas empêcher l'État de recevoir son président et de le soigner. Oui, mais le FPLP est une organisation terroriste qui ne fait pas que se battre contre les Israéliens au Moyen-Orient. C'est une organisation terroriste qui, depuis 40 ou 50 ans, a commis en Europe des dizaines d'attentats qui ont fait 100 ou 200 morts. Il faudrait faire une comptabilité exacte. Carlos était l'homme de main du FPLP. Les attentats dans les TGV Marseille-Toulouse, Carlos, c'est le FPLP. Alors, on se demande... on se demande quoi? On se dit, dites-moi clairement, la France est un pays qui a passé un pacte de non-agression, c'est ça que vous voulez dire, avec les organisations. Alors, la seule possibilité qu'on a, c'est d'essayer d'interroger l'histoire, de voir qu'est-ce qui s'est passé avant. Et on découvre que l'affaire de Hassan Diab, c'est-à-dire cette libération inopinée d'un terroriste palestinien, n'est pas un événement isolé. Ça n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Alors, je me suis intéressé, il y a tout un chapitre, il y a même plusieurs chapitres, qui rappellent les affaires Abu Daoud, pour certains de vos téléspectateurs qui s'en souviennent, l'homme de l'attentat des Jeux Olympiques de Munich, 11 athlètes israéliens massacrés. Abu Daoud se trouve un jour, un peu par hasard, à Paris. Il est interpellé par la DST. Scandale diplomatique majeur, scandale politique, pression sur la justice, la pression très claire sur la justice. Monsieur Abu Daoud est exfiltré, prend le premier avion pour Alger, où il est d'ailleurs reçu comme un héros et comme un chef d'État. Alors on pourrait dire que c'est un incident isolé. Mais non, quelques années plus tard, cette fois c'est sous Mitterrand, rappelez-vous l'affaire Georges Habache. Georges Habache, oui, précisément le fondateur du FPLP, qui vient se faire soigner à Paris, très discrètement. Seulement, voilà...
pas si discrètement que ça, c'est le cas de le dire, le téléphone arabe fonctionne, et on a... Et France 2, je crois d'ailleurs à l'époque, révèle, c'est le scoop de France 2, que Georges Habache se fait soigner dans un hôpital du 16e arrondissement de Paris. Scandale de nouveau, scandale majeur, puisqu'il va entraîner des démissions en cascade des directeurs de cabinet du Quai d'Orsay, du ministre de l'Intérieur, de la Croix-Rouge, et monsieur Georges Habache, dont on sait très bien qu'il a des dizaines de casseroles, si je puis m'exprimer ainsi, en France, qu'il y aurait moult raisons de l'inculper, à l'époque, c'est comme ça qu'on disait, de l'inculper pour des attentats terroristes commis sur le sol français ou européen. Georges Habache, une fois de plus, est exfiltré. On lui demande de prendre le premier avion pour Tunis et surtout, on fait en sorte de ne pas le poursuivre. Et il y a également un événement qui est connu d'ailleurs et qui maintenant a une vérité qui est une vérité judiciaire officielle, puisque ça figure dans le dossier de l'attentat de la rue des Rosiers. Il faut savoir qu'à l'époque, rappelez-vous, au moment de l'attentat de la rue des Rosiers, on disait « c'est Abou Nidal qui a commis cet attentat », mais Abou Nidal, c'est ce qu'on lisait dans la presse. Vous voyez, de nouveau, la manipulation par la presse. On faisait dire, via les organes de presse, Abou Nidal, on ne sait même pas où il est insaisissable. Il avait en fait des bureaux à Alger, à Bagdad, il avait pignon sur rue dans nombre de capitales arabes. Et au même moment où on faisait dire, où on expliquait à l'opinion publique que Abou Nidal était insaisissable, le directeur de la DST recevait à Paris des émissaires du groupe Abou Nidal. Il les a reçus lors d'un mémorable dîner au Lido, au cabaret des Champs-Élysées. Et entre deux numéros de striptease des Bluebell Girls, la police française et le groupe Abou Nidal ont passé un pacte qui était vous pouvez circuler sur le territoire français, on fermera les yeux, on fera semblant de ne pas vous voir passer, parce que la DST sait très bien qui circule sur le territoire français, surtout lorsqu'il s'agit de terroristes du FPLP ou du groupe Abou Nidal. On vous laissera circuler, mais on vous en supplie, ne faites pas exploser les bombes chez nous, faites-les plutôt exploser chez nos voisins allemands, italiens ou belges. Ça peut paraître choquant à l'époque, c'était avant Schengen, et c'est vrai que tous les pays européens faisaient pareil. On essayait de limiter la casse, et voilà. C'est l'état d'esprit qui prévoit à cette époque-là. C'est l'état d'esprit qui prévoit à cette époque, et qui explique, en partie, qui apporte un éclairage, un début d'explication à cette affaire Hassan Diab, puisque, comme je vous le dis, on se retrouve aujourd'hui avec un terroriste condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir tué 4 personnes à Paris et probablement 3 personnes en Belgique lors de l'attentat d'Anvers. Mais ce monsieur, pour une raison invraisemblable, qui était passé par la case prison que l'on avait sous notre contrôle, eh bien ce monsieur est sorti de prison et se trouve aujourd'hui en liberté au Canada. Il a 69 ans. Quand on pense aux familles des victimes, les familles des victimes aujourd'hui, 43 ans plus tard, est-ce qu'un jour, eh bien, Hassan Diab sera en prison en France ? Est-ce que c'est possible ? Je vois que M. Justin Trudeau dit qu'il va falloir défendre les Canadiens et leurs droits en priorité. C'est la réponse qu'il fait à la demande d'arrêt et d'extradition fait par la France. Vous voyez, vous m'apprenez cette dernière déclaration. Je sais que déjà, il était resté très ambigu et très réservé sur une éventuelle extradition. Quand on voit ce genre de déclaration, eh ben, on en conclut que rien n'est moins sûr qu'une extradition prochaine de Hassan Diab et son arrivée en France. Une enquête définitivement sabotée et que vous retrouvez donc dans cet ouvrage Rue Copernic, l'enquête sabotée. Merci Clément Weill-Raynal. Merci de m'avoir reçu sur TV Liberté.